La chirurgie robotisée, les aides auditives de dernière génération et l'intelligence artificielle, c'est le sommaire de l'émission. Alors avec moi sur le plateau, Léonore Benaïm, vous êtes chirurgien robotique, c'est-à-dire que vous opérez avec des robots, pas toute seule, pas comme une grande, mais avec des robots. Et vous êtes spécialisé dans les interventions concernant les cancers du côlon, du rectum, de l'œsophage, de l'estomac. Et vous opérez avec un robot qui s'appelle le XI, qui est un robot de toute dernière génération. Alors qu'est-ce que ça change, ce robot ? Alors ce robot, ça change la précision de la chirurgie, puisque ça permet d'explorer des zones anatomiques qui ne sont pas forcément accessibles ou facilement accessibles en chirurgie standard. Et ça rend ces zones beaucoup plus accessibles en termes de visibilité et de fonctionnement des instruments. D'accord. Vous opérez par ce qu'on appelle par célioscopie. Qu'est-ce que c'est la célioscopie ? Alors la célioscopie, le principe existe depuis longtemps, il est utilisé depuis les années 80. C'est de gonfler le ventre avec un gaz, ce qui permet d'élargir la cavité abdominale, d'utiliser des introducteurs et des instruments qui sont relativement longs et qui permettent avec des petites pinces d'aller effectuer l'opération. On ne fait plus une grosse incision comme avant, on n'ouvre plus le truc, on gonfle, hop, on met les instruments. Alors les instruments, votre robot, ce qui fait qu'il est de toute dernière génération, c'est qu'il est encore plus miniaturisé. On voit que l'outil, par exemple, qui est, on va faire un gros plan avec la caméra, l'outil, en fait, il est gros comme mon pouce, il est long comme la largeur de mon pouce. Et bien évidemment, ça tourne dans tous les sens, c'est petit, et il y a une caméra pour voir ce qu'on fait, c'est ça ? Alors la caméra qui est habituellement en célioscopie standard tenue par l'aide opératoire, là elle est entièrement dirigée par le chirurgien, donc on décide exactement de l'endroit où on veut regarder. Son avantage, c'est qu'elle est en 3 dimensions, donc on n'a pas une vision en 2 dimensions sur un écran, mais on a une vision directement en 3 dimensions à l'intérieur de l'abdomen du patient. Et c'est une vision qui est stable, parce que l'aide opératoire est une sorte de caméraman, et donc la caméra peut bouger un petit peu. Là, ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est tenu par le bras du robot, donc la vision est fixe, on peut l'orienter où on veut, mais ça ne tremble pas. Et donc, quand vous opérez, vous pouvez orienter et bouger vos instruments avec une commande. En même temps, vous orientez et bougez votre caméra. Elle est où la caméra La caméra, elle est c'est un instrument à part. Il y a 3 instruments comme ça et une caméra. Donc, célioscopie, 3 trous et 3 bras, comme ça, et un quatrième pour la caméra. Voilà. Et on oriente et on pilote tout ça avec des petits sticks, c'est ça ? Exactement. Voilà. Vous jouez toute la journée, je joue au Game Boy toute la journée, c'est fantastique. C'est un peu ça. Bon, les plus patients, parce qu'il y a des gros plus pour les patients. Alors, les plus patients, c'est essentiellement que c'est une dissection qui est beaucoup plus précise, donc il n'y a pas du tout d'hémorragie, ça ne saigne pas du tout. C'est des opérations où il y a des pertes de sang qui sont de l'ordre de 0. Pas de problème post-opératoire. Ça limite les problèmes post-opératoires. Ça permet également d'être dans des zones de dissection extrêmement précises. On voit très bien, notamment dans la chirurgie du rectum, tous les plexus nerveux qu'il faut bien garder pour limiter les séquelles post-opératoires. Là, on les voit vraiment, on peut compter presque les nerfs individuellement. Ça permet de réaliser des opérations qui étaient très très difficiles avant et qui deviennent plus faciles aujourd'hui. Ça permet ça aussi, le robot ? Oui, parce que le rectum est vraiment dans la cavité pelvienne, un peu au bout, là, dans une zone qui est très étroite. Et en célioscopie, il faut avoir une très bonne expertise pour faire ce type de chirurgie. Parce que c'est des zones qui sont profondes et donc la caméra a un accès qui n'est pas forcément évident et les instruments également. Là, si on a la bonne technique, évidemment, ça nécessite un apprentissage particulier, mais c'est du matériel qui permet d'aller vraiment regarder jusqu'au bas de la cavité pelvienne et de pouvoir soulever les différents organes sans les traumatiser. Votre robot, il est tout nouveau, mais pour autant, vous êtes bien rodé. Ça fait déjà plus de 200 opérations que vous faites avec ce robot. Oui, on utilise ce robot depuis 2014 dans notre hôpital. On a eu d'emblée le robot de dernière génération. Et donc, on en réalise beaucoup en chirurgie digestive, mais aussi dans les autres spécialités. En tout, dans l'hôpital, on en a fait probablement plus de 500 depuis qu'on a ce matériel. C'est super, c'est fantastique. Alors on va continuer avec vous, Jérôme Lefeuve. Donc vous êtes audioprothésiste. Alors quoi de neuf dans les audioprothèses ? On va commencer par celle-là, tiens, par exemple. Alors celle-là,
Qu'est-ce que je vois un petit, c'est quoi, c'est un haut-parleur ça? Non, c'est juste. C'est une petite pour mettre une capsule déshydratante pour absorber l'humidité D'accord, ok. qui est emmagasinée. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec celle-là? C'est un appareil qui répond à certains freins. Des freins, c'était des piles, changement de piles, des aides auditives, l'entretien. Donc là, on a un appareil qui est rechargeable. Voilà. Voilà, qui est petit. On n'a pas besoin de l'éteindre ni de le mettre en marche. On le pose dans son chargeur, il se recharge la Voilà. nuit. Ça, c'est ce qu'on rentre dans l'oreille. C'est l'écouteur, c'est la partie Voilà. qui rentre dans Ça, le c'est conduit. ce qui reste, malgré tout, encore un petit peu visible Oui. derrière. C'est aussi un appareil qui est connectable, qu'on D'accord. peut relier donc à son iPhone, à n'importe quel d'ailleurs. C'est en Bluetooth. C'est ça en Bluetooth, oui. Voilà. Donc l'iPhone sonne, en fait, poum, on a directement la conversation. C'est comme une oreillette, hein, en fait. Exactement. Bon, ok. On peut écouter, regarder un film, écouter de la musique, décrocher en appuyant sur le bouton de son appareil. Voilà. Ça, c'est bien, mais j'ai mieux. Le lyrique. Alors ça, c'est un truc nouveau. Ici, vous avez l'oreille, et puis là, bon, vous avez la prothèse hein, qui rentre dans l'oreille. Jusqu'ici, bon, pas grand-chose de nouveau, puisque ça existait déjà, hein, des trucs invisibles. Mais alors celle-là, ce qui est nouveau, c'est qu'on la garde 2 mois sans s'en occuper. Voilà, donc tous les 2 mois, le patient retourne voir son audioprothésiste pour changer son lyrique. Donc, l'avantage également de cet appareil qui est invisible et qui donc insertion profonde et permanente, on retrouve la directivité du pavillon. Donc on a une captation du signal qui est naturelle et on a un son de très bonne qualité du fait d'être qu'à quelques millimètres du tympan. Il y a une cavité qui est beaucoup plus étroite et la restitution du son est excellente. Donc ça, c'est génial, parce que totalement invisible, on ne s'en occupe pas du tout. Pendant 2 mois, on est tranquille. On a une petite télécommande, je crois que vous l'aviez, je ne sais pas où elle est. Mais enfin bref, on a une petite télécommande qui est vraiment grande comme un petit bout de stylo. Ben là, voilà, on l'a trouvée. Et alors, cette petite télécommande, avec ça, on peut régler le volume. Et puis, ici, de l'autre côté de la télécommande, il y a un petit crochet, hop, pour aller retirer la prothèse une fois de temps en temps. Exactement. Bon. Alors moi j'ai une question toute bête, et comment on se lave les oreilles avec tout ça? Pardon? Comment on se lave les oreilles avec tout ça? Tous les 2 mois, lorsqu'on retire le lyrique, l'audioprothésiste va faire une otoscopie, va vérifier l'état du conduit auditif et conseiller le patient de retourner voir son ORL pour faire un nettoyage avant réinsertion. Comme chaque aide auditive d'ailleurs, lorsqu'on les met l'audioprothésiste. Quand on a ça, on ne se met pas de coton-tige? Non, on ne peut pas. D'ailleurs, c'est pas conseillé, je crois. C'est pas conseillé. Bon, enfin bon, on pose la question quand même. Alors, encore plus, on va encore un petit peu plus loin. Il faut souligner que ça c'est très important, hein, tout ça, parce que sur 7 millions de personnes qui souffrent de problèmes auditifs, il n'y en a que 20% qui sont appareillés. Hein, et un des freins, c'est qu'on n'a pas envie que ça se voit. C'est quand même ça. Donc là, c'est vraiment la réponse ultime, ce truc-là. D'accord? Alors, pour les cas un petit peu plus compliqués, il y a les implants. Alors, il existe effectivement un implant d'oreille. Alors ça, c'est pas un implant, hein, mais c'est la télécommande de l'implant. C'est la télécommande, oui. Donc c'est une prothèse implantable qui s'appelle le Carina, qui va répondre à certains besoins. Certaines personnes ne peuvent pas supporter quelque chose dans le conduit auditif parce que eczéma, écoulement. Donc on peut implanter totalement la prothèse qui va pouvoir être actionnée grâce à une télécommande, comme ça, pour augmenter ou diminuer le volume. Alors vous dites comme ça, il faut dire que vous parlez en toute connaissance de cause parce que vous-même, vous êtes appareillé. Oui. Donc vous savez véritablement quand quelqu'un vient vous voir, vous savez, ce qu'il ressent et vous savez adapter les choses, c'est ça? J'espère. Voilà, oui, je peux vous le dire. Je sais, on vous a envoyé des gens et ils sont ravis. L'intelligence artificielle, David Gruson. Alors vous êtes ancien directeur d'hôpital, vous êtes membre de la chaire santé de Sciences Po, fondateur d'Éthique A, et puis vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « La machine, le médecin et moi », qui est dans toutes les bonnes librairies, les mauvaises aussi, mais enfin on peut l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et comment ça va nous soigner? Mais écoutez, le message principal, c'est qu'on est déjà dans la pratique. On a eu là la démonstration d'innovation plutôt sur la partie robotique. Sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est du traitement de données par des algorithmes informatiques qui vont aider le médecin dans sa décision médicale, dans la prise en charge du patient. Il y a une technique qui est la plus opérationnelle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine par reconnaissance d'image. Vous présentez un scanner ou un cliché d'IRM, un algorithme qui va reconnaître s'il y a une pathologie ou pas de pathologie. Et il y a des techniques opérationnelles, par exemple la rétinopathie diabétique en ophtalmologie, mais aussi avec une belle solution française qui est portée par une start-up qui s'appelle TheraPixel, la reconnaissance d'image en mammographie dans le domaine du cancer,
pour essayer de repérer s'il y a la présence d'une tumeur ou pas de tumeur. Et là, l'IA arrive à des résultats, à une finesse diagnostique supérieure à celle d'un intervenant humain et avec un temps d'exécution beaucoup plus court. Mais avec un temps d'apprentissage finalement plus long qu'un humain, hein, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, pour apprendre à un robot à reconnaître un chien, il faut lui montrer je ne sais pas combien de centaines de milliers d'images de chiens. À un gamin, on lui a montré 2 chiens et il sait ce que c'est un chien. C'est sûr que l'IA en tant que telle ne peut pas fonctionner toute seule. Elle a besoin d'être garantie humainement. C'est un des messages principaux qu'on a fait passer avec le Comité consultatif national d'éthique dans le cadre de la révision bioéthique, avoir des mécanismes dans lesquels on peut s'assurer étape par étape qu'il y a un degré de supervision humaine de l'IA pour bénéficier de sa puissance diagnostique, sa puissance technologique pour améliorer la prise en charge des patients. Mais ça veut dire aussi améliorer et faire évoluer la formation des intervenants. C'est un des messages qu'on a porté avec l'Institut Montaigne dans une étude qui a évalué les impacts potentiels de l'IA sur les métiers de la santé. Et on a montré qu'il y avait un impact qui se situera entre un potentiel d'automatisation entre 40 000 et 80 000 équivalents temps plein à l'échelle du secteur. C'est beaucoup, mais c'est essentiellement, dans l'analyse que l'on a faite, sur les fonctions support. L'administration, la gestion. Donc ça veut dire autant de capacités de gains d'efficience pour gagner du temps pour la prise en charge des patients et libérer de l'innovation pour les médecins et les soignants. Vous en servez, vous, de l'IA en chirurgie? Pas encore tout à fait. Pas encore, mais ça arrive? On est en train de faire des études en ce sens, justement, beaucoup dans l'imagerie, pour essayer de localiser plus précisément des lésions, surtout de savoir à l'avance si elles vont être facilement résécables, difficilement résécables, etc. On a évidemment l'avis du chirurgien là-dessus, mais parfois d'un centre à l'autre, c'est pas toujours évident, ou d'un chirurgien à l'autre. Et là, ça permettrait de poser la question à une machine qui donnerait des informations et donc éventuellement d'adresser un patient qui n'est pas pris en charge dans un centre spécialisé et de dire si la machine considère qu'on peut faire quelque chose, peut-être que ça vaut le coup de l'adresser. Oui, parce que alors là, en une petite minute, on arrive au terme de l'émission. Avec IA vient Big Data. Hein, vous disiez adresser, mutualiser avec différents centres. Et ça, c'est encore un autre problème éthique. Oui, alors ce qu'on a montré, c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec le comité d'éthique et dans le livre, c'est que le problème éthique principal, ça serait de bloquer l'innovation. Il y a aujourd'hui dans le système des non-qualités, de la sous-efficience liée à l'insuffisance du pilotage par les données. Il faut s'y ouvrir, mais dans un cadre éthique qui soit sécurisé. Et c'est une des vocations de ce Health Data Hub, cette plateforme de données sécurisée dont le gouvernement a annoncé la mise en place et qui devrait être opérationnelle dans les prochains mois. Voilà, beaucoup de nouveautés. La robotique qui va nous permettre d'opérer encore plus finement et plus sûrement. Ces implants, moi j'ai eu un coup de cœur pour cela, ces implants extraordinaires, on les oublie pendant 2 mois, ça va changer la vie de beaucoup de gens. Et puis l'intelligence artificielle, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois, je suppose, parce que ça va réellement transformer la médecine. Voilà, merci, à bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, portez-vous bien.